Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette classe de maître en collaboration interdisciplinaire organisée par Sentinelle Nord. Je m'appelle Sophie Gallet, je suis coordonnatrice des programmes de formation à Sentinelle Nord à l'Université Laval et il me fera plaisir d'animer cette conférence discussion avec vous aujourd'hui. Euh, En favorisant la convergence d'une diversité d'expertise et en repoussant les limites des connaissances, la collaboration interdisciplinaire pourrait accroître le potentiel d'innovation et l'impact de la recherche pour la société par l'émergence de connaissances nouvelles. Mais qu'en est-il réellement? Nous accueillons aujourd'hui Vincent Larivière, qui est professeur titulaire à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information à l'Université de Montréal, qui nous propose une réflexion critique sur les liens entre la collaboration interdisciplinaire et l'impact de la recherche, en s'appuyant sur les données bibliométriques et la centométrie sur l'interdisciplinarité. Donc, je cède dès maintenant la parole à Vincent, puis encore une fois, je vous invite à poser vos questions lorsque vous voulez dans l'onglet questions et réponses. À toi, Super. Vincent. Écoutez, merci beaucoup de l'invitation et merci à tous ceux et celles qui sont présents. Donc, on a un plan quand même assez ambitieux aujourd'hui de discuter d'interdisciplinarité, de la façon dont ça se mesure, puis on pourrait dire des avantages et des désavantages qui existent pour vous en tant que scientifique. Et aussi, on pourrait dire pour la société, parce qu'une partie du discours pour l'interdisciplinarité, c'est que c'est la façon de répondre, on pourrait dire, aux demandes sociétales et de régler les gros problèmes. Donc, on va commencer par on pourrait dire une petite discussion sur ce que c'est que l'interdisciplinarité. Ensuite, je vais parler des métasciences, qui, enfin, on pourrait dire les méthodologies que l'on utilise pour étudier la science comme objet. Donc, pour étudier l'interdisciplinarité, ça nous prend des méthodes qui proviennent principalement des sciences d'information, de la sociologie, de l'histoire. Donc, je vais décrire ça un petit peu. Et aussi, ça nous prend des données, hein, les sources de données que l'on a sur la science. On va ensuite passer au corps de la présentation qui va consister dans une série d'analyses empiriques qui ont en partie été menées dans mon labo, mais aussi dans d'autres équipes à l'échelle internationale, qui visent, bon, premièrement, à voir l'interdisciplinarité, y en a-tu? Est-ce que c'est en croissance? Est-ce que c'est en déclin? Et comment ça varie dans les différents domaines? Ensuite, on va faire une petite analyse un peu plus fine de deux disciplines, on pourrait dire, qui ont des trajectoires interdisciplinaires différentes, la criminologie et l'économie. Ensuite, on va parler de la relation entre l'interdisciplinarité et la réception des travaux, puis on pourrait dire globalement entre l'interdisciplinarité et l'impact scientifique. Est-ce qu'effectivement, l'interdisciplinarité, ça fait en sorte qu'on produit des connaissances plus importantes? Euh, Puis enfin, une dernière exploration sur les objets d'études eux-mêmes, hein. Il y a des thématiques de recherche qui sont par essence interdisciplinaires, qu'il n'y a pas de disciplines qui sont vraiment capables de se les approprier. Et ça, bon, ça va faire un petit focus sur les sciences sociales humaines. Puis on va conclure donc avec, bon, certaines observations, puis peut-être, je l'espère, une discussion sur la place des disciplines dans un monde qui est interdisciplinaire. Donc voilà, puis comme Sophie l'a mentionné, n'hésitez pas à poser des questions en cours de présentation, là, ça rend les choses pas mal plus intéressantes pour tout le monde. Donc, quelques éléments de définition. Donc, j'ai trouvé cette figure-là, qui n'est pas de moi, vous avez la source en bas, que je trouvais quand même assez claire et assez parlante sur les différents espaces occupés par bon, les disciplines et l'interdisciplinarité et d'autres mots qu'on utilise parfois comme synonymes, mais qui ne veulent pas exactement dire la même chose. Donc, en haut à gauche, vous avez l'espace disciplinaire, hein, un espace d'étude, un objet, souvent bon, rattaché à un département ou un truc comme ça. Donc, on a notre espace disciplinaire. À droite, vous avez l'espace intradisciplinaire. Donc, la plupart des disciplines sont composées de spécialités, hein. Bon, la physique va avoir la physique des particules, l'optique, etc. Donc, on a des espaces de spécialité, puis je vais revenir sur cet élément-là plus tard, euh, parce qu'on peut observer des relations entre les spécialités d'une même discipline. Donc, on a un espace intradisciplinaire qui se distingue quand même les uns des autres. Euh, on a les relations cross-disciplinaires, c'est pas l'élément le plus important, mais en gros, c'est la façon dont on peut se voir d'une discipline à l'autre. Et là, on va aller à multidisciplinarité qui est en bas. Et là, ça, c'est intéressant parce que de la multidisciplinarité, il y en a quand même pas mal, mais ce n'est pas la même chose que l'interdisciplinarité. La multidisciplinarité, c'est de regarder un objet d'étude, par exemple la famille, à partir de différentes approches disciplinaires. Donc, je regarde la famille à partir des aspects psychologiques, à partir des aspects sociologiques, à partir des aspects économiques. Mais toujours en restant dans notre, on pourrait dire, dans notre silo disciplinaire. Donc, j'ai mon objet et je l'approche à partir de différentes disciplines. C'est la mécanique que l'on a au Québec des centres de recherche. Donc, moi, mon centre de recherche qui s'appelle le Centre interuniversitaire de recherche
sur la science et la technologie, bien, il étudie l'objet science et technologie à partir de la sociologie, de l'économie, de l'histoire, de la philosophie, etc. Donc ça, c'est de la multidisciplinarité, puis c'est quand même assez commun. Euh, on a aussi la allons à l'interdisciplinarité qui est à droite. Et en fait, dans la définition d'interdisciplinarité, il y a, on pourrait dire, une certaine intégration. Donc, à la fois, les scientifiques de ces différentes disciplines-là travaillent ensemble, mais aussi vont utiliser des matériaux de plusieurs disciplines à la fois. Donc, on va combiner, par exemple, des cadres théoriques qui viennent de la sociologie avec des méthodes de l'économie, où on va utiliser bon, l'inverse. Donc, on va avoir une intégration de ces disciplines-là dans la production d'une nouvelle connaissance. Puis enfin, bon, la transdisciplinarité serait une intégration de tout ça avec la fin des frontières disciplinaires. On pourra discuter plus tard si c'est une bonne façon de procéder, mais ça fait partie des discours qui existent sur les disciplines. Il y a par ailleurs des universités où on a fait disparaître les départements. Donc, il y a des universités qui, dans leurs projets, on pourrait dire éducationnels et de recherche, ont fait disparaître ces silos-là. Donc, autour de l'interdisciplinarité, il y a quand même pas mal de rhétorique, en ce sens où c'est quelque chose qui revient de façon périodique dans la littérature sur la science et aussi dans le discours politique et public sur la science. Mais c'est vrai que les disciplines ont des problèmes, qu'il y a des enjeux qui sont associés à avoir une science qui est, disons, très, très, très disciplinaire. Euh, il y a un certain aveuglement ou une isolation de ce qui se fait à l'extérieur de nos disciplines. Donc, dans la trajectoire typique d'un scientifique, on entre dans un programme de premier cycle, on fait de la chimie et on va voir le monde à travers le prisme de la chimie, qui a ses propres objets, ses propres normes, ses propres méthodologies. Mais on ne voit pas trop ce qui se fait en physique. On peut peut-être avoir quelques petits cours de physique en parallèle, quelques petits cours d'application médicale de la chimie, mais en général, on est plutôt discipliné dans nos travaux de recherche. Et tout ça a évidemment des conséquences sur, on pourrait dire, la richesse que d'autres disciplines pourraient nous amener. Les disciplines, évidemment, se sont fragmentées à travers le temps. Donc, je parlais de la physique tout à l'heure, qui, bon, il y a 150 ans, était une grande discipline. Bien, aujourd'hui, la formation à la recherche en physique des particules ne sera pas la même que celle en optique, ne sera pas la même chose qu'en physique appliquée. Donc, on a même au sein des disciplines une fragmentation en silos qui amène aussi des enjeux. Puis le troisième enjeu qui est quand même, je pense, le plus important, c'est qu'il est vrai que les problèmes qui sont les plus importants, et pensons évidemment au changement climatique, c'est des problèmes qui sont par essence multidisciplinaires, puis probablement interdisciplinaires dans leur solution. Donc évidemment, l'objet changement climatique, on peut l'étudier avec l'économie, on peut l'étudier avec la physique, on peut l'étudier avec la chimie, mais ça, on comprend que c'est l'objet lui-même qui attire des approches disciplinaires différentes. Mais en toute probabilité, si on veut régler ces enjeux-là, il va falloir une combinaison de ces approches-là. On a fait une analyse il y a quelques années de l'évolution de ces discours qui existent là depuis bon, pratiquement 100 ans sur l'interdisciplinarité. Puis c'est intéressant de voir le changement de, on pourrait dire, de signification que le mot a eu. Donc, dans les années 30, quand on parle d'interdisciplinarité, c'est l'espace entre les disciplines. Donc, on a la physique, on a la chimie, puis il y a un espace entre les deux. C'est ça, ce serait ça l'interdisciplinarité, un espace qu'on devrait combler. Euh, dans les années 70, bon, il y a une belle coquille, c'est focus et non pas docus sur les problèmes, mais dans les années 70, on réalise que il y a des problèmes qui sont plus complexes, que les scientifiques sont déjà à l'époque un peu trop spécialisés et qu'on doit avoir donc une certaine intégration des disciplines. Et dans les années 90, et c'est là où ça devient intéressant, à tout le moins du point de vue sociologique, on a les gouvernements qui poussent dans leur politique scientifique les aspects interdisciplinaires. Il y a un livre super important qui s'appelle The New Production of Knowledge, qui est publié en 1994, qui dit essentiellement que la science ne sera plus disciplinaire, va être interdisciplinaire par essence. Et là, les gouvernements adoptent un peu on peut dire les visions de cet ouvrage-là et créent de plus en plus de programmes qui sont interdisciplinaires. Dans le cas canadien, ben, on voit que c'est le cas. Hein? Le programme Nouvelles Frontières, par exemple, au fédéral, ben, vise à
combiner, en fait, oblige les scientifiques à combiner plusieurs secteurs disciplinaires de façon à pouvoir obtenir du financement. Donc, vraiment, depuis à peu près une trentaine d'années, c'est très, très, très poussé chez nous. Bon, évidemment, pour parler d'interdisciplinarité, il faut savoir ce que c'est une discipline. Et là, bon, quand même pas mal de définitions de tout ça dans la littérature, mais ici, j'en ai retenu deux qui sont complémentaires et qui montrent en fait la complexité de ce que c'est qu'une discipline. Donc, évidemment, il y a une définition qui est cognitive, qui se rapporte, si vous voulez, au contenu lui-même de la connaissance qui est produite. Donc, la définition cognitive d'une discipline, dans le fond, c'est un ensemble de méthodes, de concepts, jusqu'à des théories qui orientent, qui façonnent la production de connaissances, que ce soit sur un sujet donné, le monde naturel, ou sur des objets spécifiques. Donc on pourrait dire que la définition cognitive, elle est internaliste. C'est la façon dont la connaissance se construit. Mais il y a aussi, évidemment, une définition plutôt sociologique de ce que c'est qu'une discipline. Essentiellement, une discipline, c'est un regroupement d'individus scientifiques qui partagent des institutions, puis institutions ici au sens sociologique, donc des revues, etc., et des pratiques, une façon de faire qui, au sens, au sens de sociologique, qui vont donner de la même valeur, qui font partie en fait du même champ, hein, qui vont reconnaître, qui vont avoir des prix, qui vont avoir les prix auxquels ils donnent la même valeur. Donc, en fait, pour résumer, pour avoir une discipline, quand les physiciens, par exemple, au Canada, s'organisent puis deviennent une communauté, bien, les marqueurs de l'existence de cette communauté-là, bien, c'est que les physiciens, ils ont une société savante, l'Association canadienne des physiciens. Ils ont des revues. Ils créent la Revue canadienne de physique. Ils ont des départements dans les universités, donc les départements de physique. Et ils créent des programmes de doctorat. Donc, le programme de doctorat, qui est évidemment la façon par laquelle les scientifiques peuvent, comme groupe social, se reproduire. Ça prend des programmes de physique au doctorat pour qu'on ait de nouveaux physiciens qui, à leur tour, vont former des nouveaux physiciens. Donc, pour résumer, une définition qui est basée sur le contenu de la recherche, une définition qui est davantage basée sur l'organisation du travail. Ça va jusque-là, pas de questions. Bon, il n'y a pas juste des désavantages à la disciplinarité. Puis là, avant d'entrer dans les études empiriques, je veux simplement, comment dire, mettre la table là, sur pourquoi les disciplines, ça demeure quand même important. Les disciplines, elles ont une stabilité, elles ont une reconnaissance, puis elles assurent, on pourrait dire, une certaine uniformisation de la méthode et des cadres théoriques. Pour être capable de contribuer à un projet interdisciplinaire, il faut avoir une contribution qui vient de notre propre discipline ou qui vient d'une discipline à tout le monde. Et par opposition à ça, on peut présenter une certaine instabilité ou ouais, je garde l'instabilité de l'interdisciplinarité. Donc, évidemment, les problèmes changent rapidement. Et là, si on se met à, par exemple, créer des programmes de formation, parce que là, il faut voir qu'entre le moment où on entre au premier cycle, puis on finit notre doctorat, et bon, il peut se passer, disons, une dizaine d'années, bien, les problèmes peuvent évoluer, et puis si on crée des départements ou des unités qui sont interdisciplinaires, ce n'est pas impossible qu'entre le moment où une personne commence un programme et le termine, bien, l'importance du problème, elle n'existe peut-être un peu moins. L'interdisciplinarité, puis ça, c'est un enjeu sur lequel on va revenir. C'est très prestigieux en parole, mais ce n'est pas prestigieux en pratique. Il y a peut-être des gens ici qui ont fait des diplômes dans des programmes interdisciplinaires. Moi, j'en ai fait un au premier cycle. J'ai fait un premier cycle qui s'appelait Sciences, technologies et société, donc qui est un diplôme interdisciplinaire. Et c'est un diplôme qui, malheureusement, aujourd'hui, n'existe plus parce que on pourrait dire le marché ne le reconnaissait pas. On disait sciences, technologies et société, c'est quoi? Bon, évidemment, une fois qu'on l'explique, les gens reconnaissent, mais ce n'est pas quelque chose qui parle aux gens. Donc, il y a des enjeux en termes de développement de carrière qu'on voit beaucoup, et c'est quand même assez bien documenté, sur la difficulté que vont avoir les gens qui ont fait un doctorat multidisciplinaire à se trouver des postes de professeurs, compte tenu que les départements sont encore très, 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 très disciplinaires. Donc, il y a un enjeu ici quand même assez important sur ces programmes-là qui sont par essence interdisciplinaires vis-à-vis la structure quand même plutôt horizontale de nos universités.
Et c'est pas propre au Canada ou aux États-Unis. On peut dire que c'est des tendances qui sont quand même assez internationales. Donc, l'interdisciplinarité, elle a plusieurs dimensions. Donc, on est passé des différentes définitions à, on pourrait dire un peu plus en détail sur les formes qui peuvent être prises par l'interdisciplinarité. Euh, donc, il y a une douzaine d'années, plus que ça, en fait, ça a été publié en 2011, donc pratiquement 15 ans, on a eu une grosse synthèse qui a été publiée sur ce que c'était que l'interdisciplinarité, puis bon, les formes qu'elle pouvait prendre. Et les auteurs ont divisé, en fait, l'interdisciplinarité en, on pourrait dire, trois dimensions qui permettent, en fait, un peu de comprendre les différentes configurations là, qui peuvent être prises par ces pratiques. Le premier, c'est la variété. Donc, l'interdisciplinarité, est-ce qu'elle est variée? Donc, on a une collaboration entre des chimistes, des physiciens, des sociologues et des philosophes. Donc, on a plein de disciplines où c'est essentiellement une collaboration chimie-physique. Euh, donc, plus il y a de disciplines impliquées, plus on peut dire que tout ça est varié. On a également la disparité, qui, elle est assez intéressante parce qu'évidemment, si on a une collaboration entre des chimistes et des physiciens, ils ne sont pas aux antipodes. Ils habitent quand même assez proches l'un de l'autre sur la sphère scientifique. Alors que si c'est une collaboration chimiste-sociologue, ah ben tabarouette, là, on est quand même assez loin dans les branches de la connaissance. Et enfin, la balance de cette distribution-là. Donc, est-ce qu'on est dans une équipe de 10 physiciens et un chimiste ou non, c'est plutôt balancé 5-5. Et à partir de ces différentes dimensions-là, en fait, on remarque, on va revenir là-dessus un peu plus tard, en fait, que ces dimensions-là ont des effets différents sur sur l'impact scientifique, puis on pourrait dire la réception des travaux qui sont réalisés. Euh, c'est une très, très bonne question de la part d'Alexandra, donc je prends les questions au fur et à mesure. Est-ce que les personnes diplômées de programmes interdisciplinaires sont appréciées par l'industrie, par exemple? Je n'ai pas des tonnes de données là-dessus, malheureusement. Donc, les programmes interdisciplinaires, en fait, c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse. Euh, je vais réfléchir. Peut-être qu'en parallèle, là, je vais en trouver une. Mais c'est une excellente question. J'ai l'impression potentiellement que les programmes interdisciplinaires qui sont peut-être souvent orientés davantage par problème ont peut-être un plus grand attrait dans le monde industriel, mais c'est une hypothèse et non pas une réponse, disons, une réponse hypothétique et non pas une réponse basée sur des données. Donc, je poursuis. N'hésitez pas à poser d'autres questions, là. Tout ça est super le fun. Euh, donc, ça m'amène aux métasciences. Donc, comment est-ce qu'on peut aller mesurer l'interdisciplinarité qui se produit dans le champ scientifique? Donc, on se sert ici de méthodes que l'on appelle une méthode qui s'appelle la bibliométrie. Donc, les scientifiques écrivent des articles. Ça fait partie, en fait, de la progression de carrière. Les modes de diffusion des connaissances sont de plus en plus importants pour les carrières des scientifiques. Donc, on se sert, en fait, comme on va le voir, des différentes informations présentées sur les articles pour aller mesurer l'interdisciplinarité, mais aussi d'autres facettes de la production des connaissances. Donc, je passe rapidement parce que bon, c'est quand même assez simple tout ça. La bibliométrie, en fait, permet de comprendre plein de choses dans le champ scientifique. Donc, dans mon labo, par exemple, on travaille beaucoup sur la place des femmes en sciences. On est capable de voir la place qu'occupent les femmes dans les différents pays à partir de leur visibilité, si vous voulez, sur les articles scientifiques. Donc, on a créé des algorithmes qui permettent d'estimer la probabilité qu'une personne est une femme ou une personne qui est un homme. On n'est pas capable d'aller au-delà d'une définition binaire, malheureusement. Et donc, de voir, par exemple, que dans certains pays dans le monde, ben, on a parité de genre dans la communauté scientifique, alors que dans d'autres, comme le Japon, on est à peu près à une femme pour 5 hommes dans la communauté scientifique. Donc ce type de données-là, il est quand même assez riche, capable de nous informer sur ces aspects-là. On est capable d'étudier la science ouverte. Donc, moi, j'ai une chaire de recherche sur ces questions-là qui documente si la science ouverte, elle est davantage citée, par exemple, que la science qui est davantage fermée. Euh, il y a beaucoup de travaux en bibliométrie qui s'intéressent, puis ce dont on parle aujourd'hui est lié à tout ça, à comment la recherche devrait être organisée. Devrait-on faire davantage de programmes de financement pour les équipes versus pour les individus? Quelles sont, par exemple, ça c'est une question qui est assez importante, quelle devrait être la taille des financements
reçus par les scientifiques. Donc, on a deux approches pour résumer dans le financement de la recherche. Soit on donne des gros montants à quelques personnes, ou soit on donne des plus petits montants mais à davantage de personnes. Hein. Donc, c'est deux façons que les États ont pour financer la recherche. Et ce que nous montre la bibliométrie, c'est que la concentration des ressources entre les mains de quelques personnes, elle n'est pas très bonne. Elle produit collectivement moins de travaux importants que lorsqu'on donne davantage d'octrois, mais qui évidemment sont de plus petite taille. Puis évidemment, tout un pan de la bibliométrie, sur lequel je suis un peu plus critique, là, qui vise à évaluer qui sont les meilleurs scientifiques, puis bon, faire de l'évaluation de la recherche. Tout ça a quand même des effets secondaires pas super reluisants. On peut en parler, évidemment, dans la période de questions si ça vous intéresse. Et donc, tout ça nous permet aussi d'étudier l'interdisciplinarité. Donc, simplement pour vous donner une idée là, du type de données que l'on a. Donc, les données sources de nos bases de données, c'est essentiellement les métadonnées des articles scientifiques. Donc, on a le nom de la revue, le titre de l'article, le résumé. Et ça nous donne en fait une fenêtre sur le contenu. Donc, c'est un article qui est dans quelle discipline. Donc, ça, c'est une revue de physique. Travaille sur quel objet spécifiquement. À partir des auteurs et des affiliations, on est capable d'aller mesurer d'une part, les lieux où la recherche se fait, est-ce que c'est de la recherche au Canada, aux États-Unis, en France, mais aussi de voir s'il y a des collaborations interdisciplinaires. Donc, est-ce qu'on a dans les départements ici, un département de physique, par exemple, et puis un département de sociologie ou un département d'histoire? Enfin, l'autre ensemble de variables qui est utile pour nous, c'est les références citées. Les références citées, pardon, d'une part, ça nous donne une fenêtre sur l'impact des travaux, hein, parce que bon, on a à l'échelle de l'ensemble de la base de données des milliards de références qui sont faites par les articles. Ça permet de savoir, bon, les travaux de Sophie, ils sont super cités, puis les travaux d'un autre, ben, sont moins cités. Donc, on est capable d'aller mesurer la visibilité des différents types de travaux. Mais ça permet aussi d'aller mesurer une forme d'interdisciplinarité directement dans les articles. Donc, par exemple, disons qu'un article cite des travaux de chimie et des travaux de physique, bien là, ça témoigne d'une certaine interdisciplinarité. Donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, euh, mais bon, pour un peu déjà le mentionner, on a deux méthodes pour mesurer l'interdisciplinarité. D'une part, les collaborations à partir des affiliations, et d'autre part, les relations entre les disciplines au sein des références qui sont citées. Il y en a aussi une troisième qui est une variation sur sur la seconde, qui est de regarder, par exemple, ici, on a un article de physique publié dans une revue de physique. Est-ce que notre article de physique cite de la littérature qui vient de l'extérieur de la physique? Donc, est-ce qu'on intègre de la connaissance qui vient de l'extérieur? Donc, mais c'est quand même aussi basé sur les références. Euh, Évidemment, les articles des différents domaines n'ont pas toujours la même forme. Donc, par exemple, ici, vous avez un article en histoire qui a pas mal moins de métadonnées, en fait. Puis, bon, je vous ai mis l'introduction simplement pour pas que le transparent il soit vide. Mais vous voyez qu'il n'y a même pas de département. Donc là, on a une limite technique dans nos analyses de l'interdisciplinarité qui est qu'on n'a pas toujours l'information départementale. Puis dans les faits, la plupart des analyses de l'interdisciplinarité sont plutôt basées sur les références citées parce qu'on les a tout le temps, les références citées, alors que les départements sont présents dans peut-être 40 des cas. Donc, on a un ensemble de sources de données qui nous permettent d'aller analyser ça à grande échelle. Euh, il y a là, je vais passer vite là-dessus. Là. Il y a en gros deux types de bases de données pour aller mesurer la science. On a des bases de données qui sont sélectives. Donc, le Web of Science et Scopus, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces sources-là. C'est des bases de données qui indexent seulement les revues les plus citées. Donc, elles n'indexent pas l'ensemble de la littérature, elles n'indexent clairement pas la littérature en français. Il y a des biais nationaux super importants dans ces sources-là. Mais le but du produit, c'est d'aller chercher seulement la crème de la crème du champ scientifique. En parallèle avec ça, on a des sources qui sont beaucoup plus inclusives, donc qui vont aller mesurer, en fait, qui vont aller inclure à peu près tout ce qui est publié. L'enjeu ici, sans entrer dans les détails techniques, c'est que les bases de données sélectives vont avoir moins d'articles, mais avec des métadonnées de grande qualité, donc les informations sur les auteurs, les adresses sont bien documentées. Les bases de données inclusives ratissent large en termes de couverture d'articles, mais les métadonnées elles-mêmes, dans ce que l'on inclut dans la base de données, peuvent être manquantes. Et donc, c'est un peu comme un genre de fromage, un fromage à trous. Donc, il y a des avantages, des avantages. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui,
est basé en quasi-totalité sur le Web of Science et Scopus, qui sont des bases de données qui ont des données de meilleure qualité, mais bon, avec certains biais de couverture, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout des articles en anglais, pas de livres et une moins bonne couverture des sciences sociales et humaines. Et dernier point technique, il faut comprendre l'importance des classifications disciplinaires dans la mesure de l'interdisciplinarité. En fait, c'est quoi le niveau d'agrégation qui est approprié pour aller mesurer l'interdisciplinarité? Donc, est-ce que les gens diraient, oui, la physique, c'est une discipline, mais en termes de volume de publication, la physique a peut-être 10 fois plus d'articles que la sociologie, qui est aussi, qui est aussi une discipline. Donc, la physique, souvent, on va la diviser en spécialités, donc physique des particules, optique, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Mais cette sous-division-là a évidemment des implications dans dans la mesure. Donc, il y a un élément qui est quand même pas simple, qui est d'essayer d'aller calibrer dans les sources de données ce qui est le bon niveau d'agrégation. Dans à peu près toutes les analyses de l'interdisciplinarité à l'échelle disons, d'interdisciplinarité cognitive, donc des références citées, on se sert de la discipline de la revue comme étant le marqueur on pourrait dire, de l'appartenance à une discipline. C'est pas parfait parce qu'évidemment, il y a plein de revues multidisciplinaires, Science, Nature, PNAS, qui publient donc des articles dans plusieurs domaines. Et donc, il y a certaines catégorisations disciplinaires qui sont à l'échelle des articles, mais bon, ne sont pas super stables, puis il y a d'autres enjeux associés à tout ça. Mais donc, on pourrait dire que c'est une limite des différentes analyses qui existent, où on se sert de la discipline de la revue. Et parfois aussi, bon, on va le voir tout à l'heure, on peut se servir de la discipline du département, mais les données sont encore d'une qualité aussi un peu limitée. Voilà, donc j'arrive aux résultats de bon, il va y avoir 6 études qui vont être présentées, donc ça va rouler, comme on dit, il est déjà 12h30. Donc, l'évolution globale de l'interdisciplinarité. Donc, tout ça est basé, comme je l'ai dit, sur le Web of Science. On a 70 millions d'articles, 1,2 milliard de références citées. Donc, c'est vraiment une analyse à grande échelle des macro-tendances. Est-ce que globalement, la science s'en va vers un monde qui est plus disciplinaire ou vers un monde qui est plus multidisciplinaire? Et là, il y a 3 types de courbes. Je vais présenter les résultats tout de suite. Il y a 3 types de courbes. Et là, on peut regarder les sciences sociales qui sont à droite. Ce que ça nous présente, en fait, c'est la proportion de références faites par les articles de sciences sociales à d'autres revues de la même spécialité. Donc, ça, c'est en bleu. En orange, c'est la même discipline, mais dans une autre spécialité. Et en gris, c'est des références à d'autres disciplines. Donc, qu'est-ce que l'on voit tant en psycho qu'en sciences sociales? Un déclin, on pourrait dire, de la disciplinarité pure. Hein. Puis, en fait, je vais prendre une autre discipline pour que l'exemple soit clair. C'est vraiment physique des particules qui cite physique des particules ou neurosciences qui cite neurosciences. Donc, ça, c'est vraiment la spécialité qui cite de la littérature qui provient de la même spécialité. Partout depuis les années 90, c'est en déclin. Ça veut donc dire que les scientifiques, effectivement, incluent de plus en plus de littérature qui est à l'extérieur de leur spécialité. Ce qui, on pourrait dire, si on pense que l'interdisciplinarité, c'est bon, ben, ce qui est considéré comme une bonne nouvelle. Maintenant, il y a une croissance plus importante des citations à d'autres disciplines. Donc, on est vraiment dans une tendance où la spécialité est en déclin, puis la plus grande croissance, elle est effectivement à des références qui viennent de d'autres disciplines. Et si on prend la psycho ici, c'est quand même assez intéressant, là. Ces références-là à l'extérieur, dans les années 70, c'était 30%. Puis bon, aujourd'hui, on est autour de 50%. C'est la même chose en biologie, c'est la même chose en chimie. Évidemment, les niveaux sont différents, mais les tendances sont les mêmes. Il y a de plus en plus d'interdisciplinarité dans le champ scientifique, tel que mesuré, puis là, ici, on se souvient de nos définitions un peu plus tôt, tel que mesuré par l'interdisciplinarité cognitive. Donc, le fait qu'on va aller citer de la littérature qui provient d'une autre discipline.
Même chose en recherche biomédicale. Puis en recherche biomédicale, là, on a clairement un changement de tendance à partir des années 90. On passe encore là de 30 à pratiquement 50. Donc, vraiment, là, des tendances qui sont assez fortes. Donc, ça, c'est la première étude. De l'interdisciplinarité, il y en a de plus en plus. Et on pourrait dire, elle se fait aux dépens des approches les plus centrées là, sur la spécialité. Maintenant, tout ça varie dans les différents sous-domaines de recherche. Et là, je prends deux exemples ici qui proviennent des sciences sociales. Puis pourquoi ceux-là? Ben, c'est parce que vraiment, c'est des tendances qui sont assez différentes. Donc, l'économie, qui est une discipline des sciences sociales, qui existe depuis, on pourrait dire, 200 ans. Et puis la criminologie, qui est une discipline un peu plus récente. Mais la criminologie, ce n'est pas la sociologie ou la physique. On a compris que la criminologie, par essence, elle a une certaine dimension multidisciplinaire, parce qu'en gros, c'est l'étude du crime. Et donc, dans sa formation même, cette discipline-là, cette nouvelle discipline-là, elle a une histoire interdisciplinaire. C'est là où le concept de discipline est intéressant parce qu'il change dans le temps, puis il y a des objets, comme le crime ici, qui deviennent une discipline. C'est la même chose avec la démographie, c'est la même chose dans les champs scientifiques avec, par exemple, la biochimie, qui combine la biologie et la chimie. Donc, dans le cas de la criminologie, et ça, c'est quand même, à mon avis, assez intéressant. Euh, donc, la criminologie dans les années 75, c'est pas une discipline qui est super reconnue. Et donc, les références que les chercheurs citent proviennent pas autant de la criminologie qu'à la fin de la période. Et donc, je vais le dire autrement, en 2015, qui est le dernier point de données là, pour cette étude-là, la criminologie représente la spécialité, ou on pourrait dire en fait la discipline la plus citée par les criminologues. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'au début de sa formation, forcément, elle cite ce qui est à l'extérieur parce qu'elle n'existe pas autant encore comme discipline. Mais on voit aussi de façon quand même assez intéressante qu'il y a un déclin des approches sociologiques du crime, ou de l'étude plutôt sociologique du crime, puis une croissance des études psychologiques du crime. Là, donc, ça nous donne un exemple, d'une part, des dynamiques dans le temps, mais aussi du fait que la criminologie, elle est encore assez multidisciplinaire. Il y a encore un pourcentage important des références qui viennent de l'extérieur et on pourrait dire la majeure partie des références que font les criminologues viennent de l'extérieur de la criminologie. Donc, ici, à peu près 34 des références qui viennent de criminaux, donc ça veut dire que 66 de ce que les gens citent vient de l'extérieur. Et voici ce qui se passe en économie, c'est l'opposé. Donc, que cite l'économie? Seulement l'économie. Donc, les économistes citent à peu près pas ce qui se fait à l'extérieur de leur discipline. On voit quand même une croissance des références qui viennent de l'extérieur, mais ça demeure encore une petite proportion. Donc, on est quand même, bon, petite proportion. C'est plus si petit que ça, mais c'est quand même pas le cas de la criminologie. Mais aussi que ce qu'on va aller citer, c'est du management. Donc, c'est quand même assez proche de l'économie. Vincent, Oui, oui. je te coupe un instant. On a une question d'Émilie qui demande s'il y a une différenciation entre la métaux et les références dans le cadre conceptuel, par exemple. C'est une super bonne question. Euh, Aujourd'hui, on a les outils pour être capable de répondre à votre question, Émilie. C'est-à-dire que de plus en plus, les travaux en bibliométrie ne regardent pas seulement le plein texte, mais s'intéressent au contexte de citation. Il n'y a pas encore d'études, par contre, qui ont regardé le contexte de citation des travaux interdisciplinaires. Donc, par exemple, est-ce qu'effectivement, on va aller citer une méthode comme l'échantillonnage boule de neige ou, mettons, un test statistique en statistique pour avoir une relation, et que ça témoignerait d'une relation interdisciplinaire. Donc, on n'a pas, j'ai pas de réponse. Par contre, il y a les moyens d'aller répondre à ça là, à partir des outils qu'on a. Mais j'espère je vais mentionner ça à quelqu'un de mon équipe en souhaitant que quelqu'un soit intéressé là, de sortir ces chiffres-là. Je n'ai pas de données, je regarde la question de Thierry.
j'ai pas de données spécifiques sur l'interdisciplinarité entre sciences NT et sciences SC, mais il y a une bonne partie de ce qu'on a ici qui est dans cette direction-là. Donc, autrement dit, dans nos autres disciplines ici, il y en a quand même une partie qui est à l'extérieur. Donc, mais je ne peux pas vous dire le pourcentage égal, là. Maintenant, je peux vous dire par contre que ce n'est pas la majorité des relations interdisciplinaires qui sont à cette si grande distance-là, là, entre les sciences sociales et les sciences naturelles. Mais si je peux me permettre, Vincent, Oui. aussi pour poursuivre sur cette question, est-ce que justement, par rapport à ce que tu nous expliquais, des biais d'utiliser Web of Science ou Scopus, on a justement de la difficulté à pouvoir mesurer mesurer l'interdisciplinarité entre sciences sociales et sciences naturelles, puisqu'ils sont moins référencés, disons, en sciences Oui, sociales? c'est-à-dire que notre périmètre, on va toujours sous-estimer les sciences sociales, en fait, dans une analyse comme ça, puis surestimer les sciences. Parce que, par exemple, disons qu'un article de biologie cite un livre écrit par un chercheur en sciences sociales, bien, puisque c'est un livre, ça ne sera pas indexé et donc, effectivement, on va le sous-estimer. Donc, oui, effectivement. euh, donc, d'une part, ces relations-là existent. Ce pas les plus importantes, même si je n'ai pas de chiffres à vous donner exactement. Puis effectivement, elles sont sous-estimées. Mais on a quand même une idée de regarder ici le cas de l'économie. Là, j'ai fait disparaître économie là, dans ce que l'économie cite. Vous voyez qu'il n'y a pas grand science là-dedans. La seule science naturelle que vous avez, c'est les probabilités et les statistiques, mais en gros, on sait que l'économie, c'est une discipline très mathématisée, très formalisée, qui sert des domaines des maths, mais en gros, l'économie, c'est des sciences. Bon, un peu de sciences de l'environnement dans les travaux d'économie de l'environnement, puis bon, l'écologie dans le bas, mais c'est des pourcentages qui, bon, vous le voyez, sont quand même assez faibles. Bon, je passe rapidement là-dessus. Ça, c'est le miroir. Donc là, ce que l'on regardait, c'était ce que l'économie cite. Là, maintenant, je regarde qui cite les économistes. Bien, les économistes sont davantage cités à l'extérieur que eux citent leur extérieur. Donc, il n'y a, pas ces relations interdisciplinaires. Ça, c'est intéressant en termes d'enseignement sur nos pratiques. Il n'y a pas nécessairement de réciprocité. Et c'est évidemment associé, ben, on pourrait dire, à la hiérarchie des disciplines qui existe par ailleurs, hiérarchie tant en termes formels, l'usage des mathématiques, etc., puis on pourrait dire en termes symboliques, où bon, la physique a une aura un peu plus grande que les sciences de l'éducation. On peut le déplorer, mais c'est la réalité. Mais donc, ces relations-là ne sont pas symétriques. Donc, par exemple, et là, j'ai fait une petite comparaison là, qui est un peu comme en termes d'échanges commerciaux, là, c'est quoi les disciplines qui citent davantage l'économie que l'économie la cite et vice-versa? Donc, l'économie, évidemment, se cite plus, mais donc, le management, l'économie, les probabilités sont davantage citées par l'économie que l'économie va les citer. Et ici, en fait, vous avez les seules disciplines en bas, donc santé publique, écologie, droit, botanique, computers. Et ces disciplines-là, en fait, c'est des disciplines, pardon, que l'économie va citer davantage que ces disciplines-là vont la citer. Ça se dit très mal, c'est une des limites du langage. Ces types de mots-là c'est difficile de le dire, mais je pense que vous voyez le truc ici. Donc, je vais le dire autrement. Les sciences de l'environnement sont davantage citées par les économistes que les chercheurs en sciences de l'environnement vont citer l'économie. Donc, ça nous donne une idée, en fait, ça permet de voir les relations asymétriques entre les différents domaines. Et donc, oui, pour répondre aux commentaires de Maurice, l'économie, c'est la discipline la plus fermée d'entre toutes. Les relations internationales le sont également. Et pourquoi c'est comme ça? Ben, en grande partie, c'est lié à la valeur que l'on va donner aux revues dans le champ de l'économie, puis on pourrait dire au diplôme en général. Mais en économie, il y a en gros 5 revues qui comptent, qui sont les revues internationales, ou en fait, qui sont américaines en grande partie, là. Et il faut publier dans ces revues-là pour avoir notre promotion à l'université. C'est les revues auxquelles on attribue le plus de capital symbolique. Puis dans ce contexte-là, on attribue à peu près pas de capital ou très peu de capital aux revues d'autres disciplines. Donc, on a une vision très, très, très étroite de ce que c'est que de la bonne science. Et bon, aux yeux des économistes, ben, c'est principalement l'économie. Bon, je vois que le temps file, j'avance un peu plus vite. Euh,
pour parler de l'interdisciplinarité et l'impact, qui est un peu la question peut-être phare de tout ça. Est-ce qu'effectivement, la recherche interdisciplinaire, elle amène des travaux qui ont un plus grand impact scientifique? Et là, on a plein d'études et les résultats vont dans pas mal de directions. Bon, ici, on mesure dans ces études-là l'impact à partir des citations reçues. Est-ce que les travaux interdisciplinaires sont davantage cités par la communauté scientifique? On ne parle pas d'impact social, on ne parle pas de régler des enjeux de santé publique, etc. Donc, c'est une vision quand même un peu étroite, malheureusement, de ce que c'est que l'impact. Mais je vais présenter un peu plus tard une publication récente qui essaie d'aller au-delà de tout ça. Il y a des enjeux méthodologiques, c'est pas simple. Mais bon, même avec la question des citations reçues, on n'arrive pas à un consensus. Donc, il y a certains travaux qui montrent que l'interdisciplinarité a un impact plus bas. Et comment dire, l'explication de tout ça, c'est que les travaux qui sont très interdisciplinaires n'ont pas de public. Il n'y a pas personne qui les comprend ou très peu de gens vont les comprendre et donc, en gros, ils vont être moins cités. Moi, j'ai publié des travaux qui montraient que l'impact scientifique était plus élevé, mais que ça dépendait des domaines. Puis bon, je ne suis pas le seul. Bon, il est gros, on trouvait la même chose. Et que, par exemple, pour les chercheurs en sociologie, de faire de la recherche avec un pied dans le domaine médical, ça amenait davantage de citations. Maintenant, si vous êtes un chercheur du domaine médical puis que vous voulez faire des travaux en santé publique, donc qui ont un aspect un peu plus sociologique, bien ça vous désavantage. Donc, tout dépend des disciplines d'origine. Et il y a quand même pas mal de travaux qui montrent qu'il n'y a pas de différence puis que ça dépend. Donc, on est encore dans un contexte où ce n'est pas clair ce que ça donne. Donc, on essaie, nous, de contribuer à cette analyse-là en prenant en compte la distance entre les domaines. Donc, on s'est basé sur une carte de la science qui avait été créée pour l'Université de la Californie à San Diego, où essentiellement, on a représenté sur une sphère les relations entre les disciplines. Donc, on a à gauche, vous voyez les sciences sociales, l'informatique, les maths. Là, ça nous amène aux différentes disciplines du génie qui sont liées à la chimie, qui sont liées à la biologie, biotech. Bon, tu sais, ici, on a les biotech qui sont par essence, vous voyez un champ interdisciplinaire là, qui est à la frontière d'une série de disciplines un peu plus classiques. Le domaine médical, la santé publique, la recherche sur le cerveau, qui nous amène vers les sciences sociales. Donc, une sorte de gradation des connaissances. Et ce qu'on essayait de voir, c'est, en fait, à partir du moment où on a ces relations-là, ça permet de mesurer une distance. Donc, disons qu'on a une collaboration ou qu'un travail de recherche cite à la fois des travaux de sciences sociales et puis des travaux de chimie qui sont à l'opposé du globe. Est-ce que ça a un plus grand impact ou un plus faible impact, par exemple, que des travaux qui seraient soit strictement disciplinaires ou qui feraient de l'interdisciplinarité à plus faible distance? Donc, par exemple, entre la recherche sur le cerveau puis les sciences sociales ou la recherche sur le cerveau puis les spécialités médicales. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, en gros, premier résultat, c'est que plus une discipline a une grande, plus un article, par exemple, a une grande variété de sous-disciplines citées. Donc, plus un article cite une grande diversité de disciplines ou de sous-disciplines, plus l'impact était élevé. Donc, il y avait une croissance. Évidemment, là, quand on arrive dans des nombres super élevés de sous-disciplines citées, là, ça devient un peu erratique parce qu'il y a moins d'articles. Mais en gros, il y a une relation positive entre la diversité de ce qu'on cite et puis l'impact scientifique. Et c'était vrai avec la moyenne, la médiane, donc en faisant à peu près tous les contrôles. On voyait par contre qu'il y avait des différences entre les disciplines. Donc, par exemple, je passe, je suis en train. Dans certaines disciplines, pour les humanités, dès qu'on était interdisciplinaire, ça augmentait. Dans le domaine du génie, ici, donc Electrical Engineering and Computer Science, ça augmentait aussi. En maths et en physique, également une croissance, mais pour à peu près, puis dans les sciences sociales aussi, mais pour à peu près toutes les analyses du domaine médical, être interdisciplinaire, ça n'a pas un immense effet. Ça n'a pas de déclin, par exemple, ce n'est pas négatif, mais ça n'a pas le même effet pour ces domaines-là. Il y avait quand même, puis ça c'est intéressant, dans la plupart des cas, donc dans 70% des cas,
les relations. Donc, on a fait, dans le fond, toutes les paires possibles de la matrice des spécialités, hein. Donc, on a nos 500 différentes spécialités. Puis, on essayait de voir dans ces paires-là la proportion de références qui était gagnante-gagnante. Et par gagnant-gagnant, ce qu'on veut dire, c'est que lorsque ces disciplines-là ou spécialités-là sont combinées, il y a davantage d'impact que lorsqu'elles ne sont pas combinées. Donc, la moyenne de ce que la discipline va citer. Puis on voyait qu'il y avait davantage de relations gagnant-gagnant que de relations perdant-perdant. Donc, globalement, on voit que ça monte. Donc, si je prends la figure précédente, que ça augmente dans à peu près tous les domaines, sauf dans le domaine médical où c'est plutôt stable. Maintenant, quand on regarde les paires, à peu près toutes les paires, donc en gros, là, à peu près 70% d'entre elles, si on fait la moyenne, sont des relations gagnant-gagnant. Puis bon, là, on a Vincent, été. je Oui, t'interromps allez-y. une seconde. On a eu une main levée, Oui, allez-y. donc je sais pas si la personne est intéressée Ouais, à on voit pouvoir pas se la. poser sa question. Je- Martin est normalement autorisé que vous puissiez poser votre question, mais si vous voulez peut-être voir si Sinon, ça ça peut être fonctionne pas le dans le chat, micro il n'y a pas de trouble. ou exactement, ou dans le question-réponse, là, je vous invite au pire à utiliser Mhm. la fonction question-réponse là, si ça ne fonctionne pas, là, votre Mhm. micro. C'était une fausse manœuvre. OK. C'est beau. Donc, globalement, Tu peux on était commencer. capable aussi avec ça de voir c'était quoi les relations multidisciplinaires qui amenaient les taux de citation les plus élevés. Puis bon, dans certains cas, on comprenait pourquoi, dans certains autres, on ne comprenait pas pourquoi. Puis c'est comment dire, le danger dans certains cas de ces analyses-là, c'est qu'il ne faut pas toujours que ça ait être prescriptif. Donc, c'est un résultat descriptif, on voit ce que ça fait, mais on n'a pas nécessairement de politique à créer. Donc, par exemple, les articles qui citaient la littérature biblique, puis la protein science avait 15 fois plus de citations que la moyenne des domaines. Donc, je ne sais pas trop pourquoi, mais on en a d'autres où c'est un peu plus clair. Donc, par exemple, chirurgie thoracique puis qualité de l'air, dire, ah oui, OK, on peut comprendre un lien entre les deux, puis on peut comprendre pourquoi c'est des travaux de recherche qui sont importants. Bon, ce qui m'amène à l'avant-dernière étude que je vais vous présenter, qui a été publiée il y a quelques semaines sur l'interdisciplinarité, en fait, qui est mesurée de deux façons, puis l'impact scientifique. Et ça, c'est un travail qui est super intéressant parce qu'on a effectivement été en mesure à la fois de regarder les références citées, donc la diversité des sujets qui est à gauche, mais aussi la diversité des collaborations. Et là, j'aime beaucoup cette figure-là parce que d'une part, quand on regarde la diversité des sujets, elle nous montre que les travaux qui sont strictement disciplinaires, hein, ça nous rappelle que les disciplines, c'est encore important, là. Les travaux qui sont strictement disciplinaires ont plein d'impact, tant en physique que dans l'ensemble des disciplines. Qu'il y a donc un marché encore super important pour les travaux qui sont faits, qui citent en fait seulement de la physique, qui ont une disciplinarité très forte. Maintenant, les papiers qui ont un mélange pas aussi important, c'est un peu moins élevé en termes d'impact. Puis à la fin, les papiers très interdisciplinaires ont aussi de l'impact. Fait qu'on est comme aux deux opposés. C'est soit très disciplinaire ou soit plutôt interdisciplinaire. Ça, c'est du point de vue des références citées, hein, de ce que l'on va aller citer comme travaux, des travaux de physique ou des travaux de physique, puis autre chose. Mais l'autre façon de le mesurer, je l'ai mentionné plus tôt, c'est celle de la collaboration. Donc, est-ce que dans mon équipe, j'ai des physiciens avec des sociologues, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est que plus on a des gens de plusieurs domaines, plus l'impact il est élevé. Donc, il y a vraiment un avantage qui est clair à l'intégration de gens qui ont on pourrait dire différents backgrounds. Ça ne se reflètera pas nécessairement dans les références multidisciplinaires, mais en termes de composition de l'équipe, il y a clairement un effet qui est positif à avoir des collaborations multidisciplinaires. Euh, Là, bon, je passe rapidement, le temps file. Dernière étude que je veux mentionner, puis après ça, on passera aux questions. L'interdisciplinarité et l'impact, on pourrait dire, social de la recherche. Et là, je vous présente simplement les deux prochaines figures pour que vous voyez la différence entre des disciplines qui sont citées
où il y a, en fait, ici, c'est de la collaboration, pardon, qui ont une grande disparité. Donc, vous vous souvenez des différentes dimensions d'interdisciplinarité. La variété, c'est plein de différentes disciplines. Puis dans ce cas-ci, on a aussi, donc, on a grande variété, mais grande disparité. On a sciences des matériaux, sociologie, etc. Donc, plein de disciplines très différentes les unes des autres. Ici, vous avez une grande variété, mais pas une grande disparité, parce que ce sont des disciplines qui sont plutôt proches les unes des autres. Donc, je passe sur les détails métaux, mais simplement pour montrer qu'en gros, ce que ces collègues-là ont montré, c'est qu'effectivement, l'interdisciplinarité des équipes avait un effet positif sur la visibilité sur les médias sociaux. Et là, évidemment, ça nous amène à une discussion potentielle sur comment mesurer l'impact social. C'est pas facile. Puis je pense qu'il faut être assez critique de mesurer l'impact social à partir des mentions sur les médias sociaux. Je pense pas que c'est ça que ça mesure, mais ça montre quand même une certaine, on peut dire que c'est un certain indicateur de la visibilité d'un travail de recherche à l'extérieur de la seule sphère scientifique. Et donc, ce qu'ils ont montré, c'est effectivement la recherche qui est interdisciplinaire. Donc, ici, on a dans les deux exemples là, qui sont dans la figure, donc une équipe interdisciplinaire de food science, médecine, santé publique, a effectivement un impact social plus élevé. Même chose un peu plus bas, donc la physique, les sciences de la communication, puis l'informatique. Donc voilà, écoutez, je m'arrête ici parce que je veux laisser du temps un peu pour les questions. Euh, Peut-être juste simplement dire qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser l'interdisciplinarité puis ouvrir pour une courte discussion. Il faut qu'on reconnaisse les trajectoires non traditionnelles. Les universités doivent être capables de prendre des risques avec des gens qui n'ont pas une formation disciplinaire pure. Il y a des domaines qui le font déjà, mais il y a d'autres domaines, et c'est le cas en sciences sociales, les départements de sociologie, d'histoire, d'économie, ça n'embauche pas des profs qui n'ont pas des doctorats dans ces disciplines-là. On est très, très, très réfractaire à l'embauche de gens qui n'ont pas des diplômes dans ces domaines-là. Il faut qu'il y ait du financement interdisciplinaire. C'est vrai que ça existe déjà beaucoup dans le cas canadien, mais ce n'est pas le cas partout. Il faut aussi peut-être repenser les programmes de formation. Nos programmes de formation auraient vraiment avantage, puis ça c'est une évidence, tout le monde le dit, mais ça vaut la peine de le répéter, qu'il y ait une plus grande exposition aux sciences sociales chez les trajectoires de sciences, puis une plus grande exposition aux sciences dans les trajectoires de sciences sociales, apprendre le vocabulaire, les concepts, les méthodes de plusieurs disciplines, et sans nécessairement les connaître comme des experts, parce qu'on ne peut pas être des experts dans tout. Être au moins capable de comprendre ce qu'elles permettent de dire sur le réel. C'est quoi les forces de ces méthodes-là? Par exemple, si vous êtes physicien, bien, il faudrait que vous sachiez que les méthodes qualitatives, bien, ça permet d'apprendre des choses que d'autres types de méthodes ne permettent pas. Puis enfin, ça prend quand même des disciplines, puis comment on peut balancer tout ça. Donc voilà, merci beaucoup pour votre temps, puis au plaisir de discuter, même brièvement. Merci beaucoup, Vincent. C'est un contenu très riche, très dense. Puis là, on a déjà des questions, puis au fond, à lire vos questions donc Ouais. dans la fenêtre questions-réponses. Fait qu'on avait déjà Alexandra qui posait la question, dans le fond, de dire est-ce qu'on peut, on est interdisciplinaire, on en peut faire, est-ce que personne qui est interdisciplinaire? Ouais, tu lagues un peu, c'est peut-être de mon bord, Sophie, là. Ah, désolé. C'est pas grave. Effectivement, c'est une super bonne question, Alexandra. Je pense moi, j'ai des collègues que je considère comme étant multidisciplinaires. Et là, tu as compris que je n'ai pas dit interdisciplinaire. Donc, j'ai des collègues qui connaissent la littérature de sociologie, d'histoire, de philosophie et qui sont capables de contribuer à ces différentes littératures-là. Je sais aussi qu'ils sont capables de la combiner dans certains papiers qui font des dessins. Donc, mais c'est pas mal plus facile d'être multidisciplinaire que d'être interdisciplinaire. Donc oui, en réfléchissant à voix haute, je pense que oui, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Puis malheureusement, ce que montre la littérature par ailleurs, c'est que les projets interdisciplinaires, hein, par exemple, on dit on va faire une demande au programme Nouvelles Frontières, je vais aller chercher quelqu'un de socio, quelqu'un d'ingénierie, puis quelqu'un de médecine. Bien, ces projets-là ne fonctionnent pas toujours. C'est-à-dire qu'on est capable d'écrire un projet qui va être crédible, mais la recherche comme telle va peut-être être purement disciplinaire ultimement. Donc, on peut être interdisciplinaire en termes rhétoriques, mais pas mal moins en termes pratiques. Puis je pense que
le commentaire de Keith, la question de Keith est un peu liée à ça parce que c'est vrai qu'il y a, oui, Alexandre, tu as besoin, il y a des profs avec plusieurs affiliations, département de chimie, département de physique, effectivement. Donc, oui, absolument. Mais souvent, c'est des gens qui vont être spécialistes d'un objet qui peut s'appliquer à plusieurs disciplines. Donc, pour revenir à la question de Keith, c'est vrai que la recherche interdisciplinaire, elle demande davantage de ressources. Les vocabulaires ne sont pas les mêmes. Euh, Puis aussi, ce à quoi on donne de la valeur dans les différents domaines, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, si vous travaillez avec des économistes, puis que dans le projet, ben, vous voulez publier dans une revue, je ne sais pas, de philo ou d'histoire, ben là, ça va peut-être être compliqué parce que pour eux autres, dans leur trajectoire disciplinaire, parce qu'encore là, la reconnaissance passe beaucoup par là, ben, ça sera pas si simple. Euh, donc, en termes de productivité, plus concrètement, euh, il n'y a pas d'études là-dessus, il y a très peu d'études là-dessus. J'en ai pas qui me viennent en tête. Et pourquoi? Ben, c'est en gros, les analyses de productivité en bibliométrie ont eu un problème majeur depuis 60 ans. C'est la difficulté d'avoir des bonnes données à l'échelle des individus. C'est pas pour rien que la plupart des analyses bibliométriques s'intéressent à l'unité article et non pas à l'unité Vincent ou Sophie. Et l'enjeu ici, c'est le programme de, on pourrait dire, l'ambiguïté des auteurs. Si vous êtes prof à l'Université Laval, puis que vous vous appelez Jean-François Tremblay, ben, il y a peut-être 12 personnes qui ont le même nom que vous. Donc là, il y a à peu près 3-4 ans, on a réussi à développer des algorithmes pour défaire l'ambiguïté des auteurs. Et donc, on est en mesure aujourd'hui de faire des analyses sur la productivité en fonction de l'interdisciplinarité, mais il n'y a rien qui est encore sorti sur ces questions-là. Donc oui, votre protocole fonctionnerait. On pourrait prendre, par exemple, des gens qui font leur premier papier en physique en 1997 et là, regarder ceux qui ont des trajectoires interdisciplinaires et ceux qui ont des trajectoires euh, qui divergent et là, aller voir si effectivement il y a davantage d'articles. La limite, puis là, je réfléchis au protocole à voix haute, c'est que moindrement que vous avez un pied dans le domaine médical par rapport à d'autres sphères, votre productivité décuple. Parce que c'est un domaine qui a des dynamiques de publication qui sont quand même plus élevées. Donc, il faudrait faire des contrôles, mais tout ça se fait. Puis enfin, bon, la question de Thierry, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins une sensibilité à ces questions-là multidisciplinaires. Puis là, on peut dire, oui, oui, au cégep, on fait de ça, mais bon, le cégep, on s'entend que c'est pas le niveau universitaire. Puis dans la formation universitaire, on devrait avoir un minimum, 45 heures sur autres approches épistémologiques. C'est quoi de produire des connaissances en physique? C'est quoi de produire des connaissances dans le champ médical versus que c'est en sciences sociales ou en philosophie? Évidemment, l'enjeu ici, c'est de trouver quelqu'un pour enseigner un tel cours. Il n'y a pas des tonnes de personnes qui peuvent combiner ces approches-là ou qui les connaissent assez bien. Euh, il faut trouver un équilibre, je suis d'accord. En ce moment, dans les différents programmes de financement, donc moi j'applique en général au CRSH ou au FRQSC pour mon financement. Au FRQSC, on nous demande d'être interdisciplinaire. Hein, le financement via les centres de recherche demande une certaine combinaison de disciplines. Dans le cas du CRSH, c'est pas la même, c'est pas comme ça du tout. On met l'emphase beaucoup sur la discipline. J'ai l'impression qu'au Québec, on peut avoir un peu l'avantage des deux mondes. Euh, Puis l'équilibre, en toute franchise, il n'est pas évident à trouver. On peut avoir une certaine idée dans les données, mais de voir que par le passé, le point d'équilibre, c'était X, ça ne veut pas dire que dans le futur, ça va être le même point d'équilibre. Donc, c'est toujours ça le danger de se servir de ces chiffres-là comme guide. Mais merci, Vincent. J'ai l'impression qu'on aurait pu encore explorer la thématique et le sujet pendant longtemps. J'espère que vous m'entendez. Là, Oui, on au niveau de t'entend. la connexion, ça va mieux. Mais Oui, c'est ça ça, va. on va s'arrêter là. Mais je pense vraiment,
tu as bien eu ce regard critique. Ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc. On est vraiment dans une zone grise dans tout ça. Puis je pense il y a des choses super intéressantes à suivre, puis des belles perspectives aussi, là. Fait que merci encore. Merci à tous les participants. C'était un peu, nous, notre fin de série de classes de maîtres en collaboration interdisciplinaire pour ce printemps. On va redémarrer à la session d'automne avec d'autres activités. Fait qu'on vous invite à suivre, bien évidemment, notre programmation. Mais merci encore pour tout, Vincent. Puis on rendra accessible donc la vidéo sous peu.